Tous et bonsoir Jean-Marie. Alors juste quelques mots Bonsoir Eric. bonsoir, bonsoir Jean-Marie. Quelques mots des Vendanges du Savoir juste avant de te présenter. Bon, vous savez que les Vendanges du Savoir sont une création de la Fondation Université de Bordeaux, Université Bordeaux-Montaigne, dans le cadre d'un partenariat avec la Cité du Vin, et nous organisons évidemment traditionnellement des conférences. Et donc je n'y reviens pas puisque vous avez sans doute l'habitude maintenant de participer à ces conférences, d'y assister en physique, en principe, enfin le plus souvent, avec aussi les rencontres, les dégustations savantes et les balades savantes. Alors tout ceci est prévu pour l'année 2020 et 2021, sachant que, évidemment, comme vous l'avez remarqué, en 2020, on est tous obligés de passer en webinaire avec la distanciation sociale qui n'est pas très agréable pour le public et qui est encore moins agréable pour le conférencier. En tous les cas, merci à Jean-Marie Cardeba d'avoir accepté l'exercice malgré tout, qui est réduit à 30 minutes. Mais enfin, vu le thème qui est proposé, ça sera pas trop. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, de voir un peu toute la complexité du projet que nous propose Jean-Marie. Alors, Jean-Marie Cardeba, pour ceux qui ne le connaissent pas, est membre de l'ISVV, professeur à l'Université de Bordeaux et associé à l'INSEC. Il est président de l'Association des économistes du vin européens. Et puis, parallèlement à ça, il travaille beaucoup sur des travaux avec l'association américaine également des économistes du vin. Il a rédigé un certain nombre d'ouvrages, notamment un livre dans la découverte 2017 que je recommande et qui est sur la découverte, qui s'appelle, je crois, Jean-Marie qui me contredit, mais il s'appelle l'économie du vin, tout bêtement. Hein, c'est simple, ça a le mérite d'être simple, comme Jean-Marie qui va essayer de simplifier son discours à partir d'une question un peu compliquée qu'on lui a posée, qui est la guerre commerciale. Pour la guerre commerciale, coulera-t-elle l'industrie française du vin? Je ne sais pas quelle est la réponse, Jean-Marie, mais je te laisse le soin d'y répondre. Et en 30 minutes, et puis si tu veux, après on attaque un peu un débat. Je poserai peut-être une ou deux questions au départ, et puis après ce sera surtout aux internautes de comprendre un peu ce que tu as pu nous expliquer un peu mieux. Voilà. Vas-y à toi, Jean-Marie, de commencer tout de suite. Merci Eric, je te remercie pour cette présentation. Merci à tous d'être là ce soir. Alors, je ne veux pas tout de suite dévoiler le contenu de mon propos, mais je pense que le secteur du vin va au moins boire la tasse, si jamais il ne coule pas. Voilà, ça c'était pour la réponse facile. Et maintenant, on va passer aux choses un petit peu plus sérieuses, où je vais faire donc un partage d'écran. Voilà, c'est chose faite. Et donc, effectivement, vaste question véritablement au cœur de l'actualité. Donc, je suis ravi d'y répondre. Ça fait partie des points sur lesquels je travaille depuis quelques années avec les partenaires que tu as indiqués. Avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet par rapport au vin, il y a vraiment une dimension de contexte qu'il faut indiquer et qui me paraît extrêmement importante. Alors, évidemment, on va parler de Covid, mais on ne va pas parler de ça, rassurez-vous. On va parler de bien d'autres choses. Et ces éléments de contexte, finalement, il faut les reprendre d'un point de vue historique un petit peu long, je dirais, sans aller trop loin dans l'histoire. Mais malgré tout, vous voyez ici qu'on est dans un contexte de démondialisation. C'est du moins ce que je vais essayer de démontrer. Alors, je pousse un peu cette barre. Un contexte de démondialisation parce qu'on s'est rendu compte, les économistes, et y compris les plus prestigieux, les prix Nobel, se sont rendus compte au fil du temps que la distance économique que l'on croyait n'avoir quasiment plus de coût a en fait un coût qui est relativement important. Alors, si vous regardez ce petit graphique, vous voyez le coût économique de la distance qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, se réduit au fil des décennies. Et ça a fait dire à un journaliste, Thomas Friedman, qui s'était basé sur les travaux du prix Nobel d'économie Paul Krugman, qui est à Columbia University à New York, qui lui avait fait dire finalement le coût de la distance est devenu quasi nul. Et ça marque le pic de la mondialisation. Dans ce fameux livre, The World is Flat, le coût de la distance qui serait nul, ça veut dire qu'on peut aller produire n'importe où, exporter à travers le monde à coût quasi nul, le coût du transport devenant totalement marginal par rapport au prix des biens eux-mêmes.
Donc ça, c'était une vision qui était largement répandue encore au début des années 2000, à la fin des années 90 et au début des années 2000, là où on a eu un véritable pic de la mondialisation. Et puis, chemin faisant, on s'aperçoit, excusez-moi, on s'aperçoit en fait que ce coût, il est finalement en augmentation parce qu'il n'est pas que de nature économique. Il est aussi de nature sociale et environnementale, avec des externalités qui sont liées à ce voyage, à ces voyages des marchandises sur une longue distance, puisqu'on se retrouve dans une situation où finalement aller produire en Chine par exemple et consommer en Europe ou aux États-Unis génère ce qu'on appelle des externalités sociales, donc des conséquences sociales à travers les délocalisations, à travers la montée des inégalités de revenus, que ce soit dans les pays occidentaux, même dans d'autres pays. Et donc, petit à petit, on a vu un espèce de rejet social de cette mondialisation qui est assez exacerbé aujourd'hui, vous le savez, mais qui a commencé dès le début des années 2000, voire dès la fin des années 90. Et on se rend compte que ça nourrit des mouvements populistes, ça nourrit le nationalisme, ça nourrit même des régionalismes, et on se rend compte que les populations sont en demande de frontières, elles veulent de la proximité, elles veulent des frontières, et je dirais même qu'elles veulent des murs parfois pour se protéger. Il y a aussi des externalités environnementales qui sont générées, donc ça c'est de la pollution, ce sont des émissions de gaz à effet de serre, et de façon un petit peu facile, on pourrait dire que tout ça est résumé par le coût du carbone qui ne cesse d'augmenter, c'est pour ça qu'on vous parle de taxe carbone, de marché du carbone, etc., qui résume un petit peu trop caricaturalement, mais qui résume véritablement cette idée qu'on a des externalités environnementales qui sont fortes aujourd'hui. Tout ça, vous le savez, les externalités sociales, les externalités environnementales qui sont générées par ce transport des marchandises et cette mondialisation. Ce que l'on disait déjà depuis quelques années, c'est qu'il y a également un coût économique qui est en augmentation à travers des externalités économiques. Ces externalités économiques, c'est en fait le coût d'une rupture de la chaîne logistique, de cette fameuse supply chain, comme on dit en anglais, où on se rend compte que l'on fait produire telle partie d'une automobile dans tel pays, telle autre partie dans tel autre pays, et ainsi de suite, et qu'à la fin, il y a une usine qui assemble toutes ces parties, tous ces biens intermédiaires dans une usine géante. Sauf que ces supply chains extrêmement étendues, elles sont fragiles. Plus elles sont étendues, plus elles sont fragiles. Et on s'est rendu compte avec le tsunami en mars 2011 qui a frappé les côtes du Japon, on s'est rendu compte de cette fragilité des chaînes de valeur. Et le Covid vient très brutalement et très durement nous rappeler aussi cette fragilité des chaînes de valeur, puisqu'on s'est retrouvé avec des pénuries. Ça a été vrai pour les masques, ça a été vrai pour d'autres biens, comme les médicaments notamment. Et on se rend compte donc qu'il y a un coût économique à cette longue distance, à ces chaînes de valeur très étendues. Donc, on est vraiment passé d'un paradigme où le transport était facile, peu coûteux, il ne coûtait quasiment plus rien, à un paradigme aujourd'hui où le transport devient coûteux. Et derrière le transport, c'est le transport des marchandises et c'est effectivement la mondialisation. Et c'est pourquoi on est en train de basculer sans doute dans une forme de démondialisation. Ce que je dis là, n'est pas totalement une vision d'un économiste bordelais quelque part. C'est véritablement ce que disent beaucoup d'économistes aujourd'hui, à commencer par Paul Krugman que j'ai mentionné tout à l'heure, mais aussi Danny Rodrik qui est professeur à Harvard et qui, avec un petit graphique comme celui-là que j'ai été chercher sur son blog, que vous retrouverez, nous dit historiquement cette démondialisation, elle est logique, elle est annoncée par les mouvements populistes. Alors j'aime bien montrer des images de gens que l'on peut qualifier quand même de populistes. Il y en a un qui, pour tout vous dire, au départ, j'avais que Donald Trump, puis je me suis dit que j'étais quand même un petit peu daté, et donc j'ai rajouté celle de Boris Johnson. Alors, il y a un air de famille, vous me direz, mais voilà, c'est les populistes aujourd'hui les plus célèbres sans doute, et ces populistes, selon Danny Rodrik, alimentent effectivement un rejet de la mondialisation. Ils se sont fait élire en partie là-dessus. Boris Johnson s'est fait élire sur l'idée de Brexit. Je reviendrai là-dessus plus tard. Et quoi qu'il en soit, dans l'histoire, on a déjà eu des montées de mouvements populistes, notamment au XIXe siècle, et qui ont eu les mêmes effets. C'est-à-dire qu'on a eu une baisse brutale des flux d'échanges, une démondialisation telle qu'on l'a connue au XIXe siècle
et début du XXe siècle, on pourrait bien l'avoir, et en tout cas beaucoup d'économistes, je le répète, le prédisent, l'avoir dans cette décennie 2020. Donc, on se retrouve dans une situation où l'industrie du vin est prise dans un contexte général qui est celui de réduction des échanges, de démondialisation. Alors, est-ce que l'industrie du vin peut y échapper? Je ne le crois pas, parce que justement, l'industrie du vin est devenue extrêmement mondialisée, ce qu'elle n'était pas au départ. Juste une petite parenthèse, je ne l'ai pas indiqué dans cette présentation, mais si vous regardez, il y a 25 ans encore, au milieu des années 90 à peu près, le commerce du vin se faisait entre 3 pays producteurs et 3 pays importateurs. Les 3 pays producteurs, c'était l'Espagne, la France et l'Italie, qui produisaient environ 80% des vins exportés, et 80% des importations étaient le fait de 3 pays, donc essentiellement des pays européens, avec principalement la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Alors, je n'arrive pas, ça y est. La démondialisation, comme je vous le disais, si vous regardez les chiffres du commerce mondial que vous avez ici en haut à gauche, on voit qu'à partir de 2012, il y a un certain affaissement du commerce international qui progresse depuis le début des années 2000 et qui s'affaisse petit à petit à partir de 2012. On retrouve une évolution similaire si on s'intéresse uniquement au commerce de vin cette fois-ci. Vous voyez la courbe là aussi qui a tendance à s'infléchir à partir de 2012. Et si vous regardez vraiment les tendances, on voit bien cet infléchissement. Il est peut-être moins prononcé pour le vin, mais il y a un changement de tendance très clairement. On le voit apparaître ici. Et il y a quand même quelques indices qui nous disent que ce déclin du commerce international en général, mais maintenant on va s'intéresser uniquement au vin, pourrait s'accélérer dans la décennie qui s'ouvre. Alors, pourquoi ? Parce que le vin commence à être, on le voit avec la taxe Trump, au cœur d'une guerre commerciale. C'est vraiment le sujet aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard si le vin est au cœur de cette guerre commerciale. Le vin, il faut voir qu'historiquement, quand même, c'est une cible parfaite dans une guerre commerciale. Et ça, c'est un point que je vais justifier dans ce qui va suivre. D'autre part, on peut s'attendre à une hausse des barrières aux échanges dans le vin pour des raisons également techniques. Donc, vous verrez ce que je veux dire par là, mais le vin offre des caractéristiques qui font qu'on peut s'attendre à des barrières aux échanges. Et enfin, on s'interrogera, et on essaiera de se redonner un petit peu d'espoir à travers ça, on s'interrogera sur les stratégies que peuvent mettre les acteurs en place pour essayer d'éviter ces barrières commerciales que l'on anticipe, qui sont déjà là et que l'on anticipe plus fortes encore pour les prochaines années. Alors, le vin, une cible parfaite du protectionnisme, d'abord parce que le vin est un bien agricole. Ici, je mets une référence qui est un livre de Kim Anderson qui est paru il y a quelques années, en 2016, et qui montre vraiment à quel point les biens agricoles figurent comme les secteurs les plus protégés à travers le monde, les plus protégés au sens vraiment de politique protectionniste. Alors, surtout dans certains pays, à commencer par l'Inde, mais également en Europe, également aux États-Unis, dans tous les pays développés, au Japon, etc. Le vin étant un bien agricole, le vin fait partie de cette catégorie de biens qui sont les plus protégés au monde. Donc déjà, j'ai envie de dire d'une certaine façon, ça commence mal pour le vin. On appartient déjà au secteur qui est le plus protégé à travers le monde. Mais le vin, c'est aussi un produit alcoolique qui contient un alcool, et à partir de là, il est sujet aux taxes, aux restrictions pour prévenir les externalités sociales négatives. Donc, il y a eu beaucoup d'études de ce point de vue par rapport aux taxes et au bon niveau de taxation de produits qui génèrent des externalités sociales négatives. Typiquement de l'accidentologie, les accidents de voiture, pour parler plus simplement, typiquement des violences, typiquement du bruit dans la rue, etc., etc. Enfin, toutes ces externalités sociales, vous les connaissez. Et du coup, il est bien évident que le vin n'est pas un produit comme un autre. Les alcools, de façon générale, ne sont pas des produits comme les autres. Ils vont être sujets à des taxes supplémentaires, tout simplement, comme les cigarettes, parce qu'ils génèrent des externalités en termes de santé et plus généralement, je l'ai dit, des externalités sociales négatives. Deuxième point,
ou troisième point, après le bien agricole, un bien alcoolique et un produit naturel aussi. Les produits naturels sont tous sujets à des réglementations spécifiques parce qu'ils posent des problèmes sanitaires et des problèmes phytosanitaires. Donc, à partir de là, vous avez ici des raisons techniques pour le politique, celui qui a envie à un moment donné de restreindre les importations de vin. Donald Trump l'a fait en mettant des tarifs douaniers. Je crois que c'est même pas la peine en fait, parce que sur le vin, comme pour tous les alcools, on va pouvoir trouver assez facilement des raisons techniques pour restreindre les importations, en disant justement, ben, ça crée un certain nombre de soucis sociaux, de soucis sanitaires, etc. C'est pas fini, parce que le vin est aussi un bien culturel. Et ça, on le sait tous. Je pense que si vous êtes ici aujourd'hui et si vous vous intéressez aux vendanges du savoir, à la Cité du vin, etc., c'est parce que vous êtes bien conscient que le vin est un produit différent. Ce n'est pas un produit comme un autre. C'est pas un produit agroalimentaire, c'est aussi un bien culturel, c'est un symbole majeur de la culture d'un certain nombre de pays, de grands pays producteurs, et à commencer par la France. Et d'ailleurs, si on regarde ce qui s'est passé à l'époque de George Bush fils lors de la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre d'Irak, pardonnez-moi, en 2003, on se rend compte que lorsque les Français n'ont pas voulu s'engager dans cette guerre auprès de leurs alliés, je le mets entre guillemets, de leurs alliés américains, mais la réaction du gouvernement américain a été assez immédiate et il s'est agi de taxer les vins français. Pourquoi? Parce que les vins français sont culturellement attachés à l'image de la France, parce qu'on touche à la culture de la France, on touche, je dirais presque, à l'âme de la France lorsqu'on touche aux vins français. Et souvent, les vins français sont pris pour cible dès lors qu'il y a des tensions politiques, géopolitiques, commerciales entre la France et un autre pays. C'est ce qui s'est passé aussi très récemment, en octobre 2019, lorsque Trump décide de taxer les vins, alors pas simplement français, de tous les pays qui participent au consortium Airbus, donc il y a aussi les Espagnols par exemple. Mais voilà, lorsqu'on a les Espagnols et les Français et qu'on touche au vin, on sait très bien qu'on touche à l'image, à l'âme de ces pays. Donc le vin sera toujours sujet ou assujetti aux sanctions commerciales et aux représailles dans une guerre commerciale. Enfin, lorsqu'on touche au vin, on fait mal à la plupart des grands pays producteurs de vin. Je rappelle en passant que le vin, c'est le second surplus pour la balance commerciale française, juste derrière l'aéronautique, et pourquoi pas demain devant l'aéronautique, soit dit en passant. Donc le vin est un secteur, d'un point de vue économique, extrêmement important pour la France, mais pas simplement pour la France, c'est aussi important pour un pays comme le Chili notamment, mais également pour l'Australie, d'autres pays européens que le nôtre, je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie notamment, dans une moindre mesure peut-être le Portugal, c'est important aussi pour eux. Et donc lorsqu'on s'en prend au vin, on a là un levier important d'action dans une guerre commerciale, c'est une arme très efficace en fait. Alors, une hausse attendue maintenant des barrières aux échanges dans le vin. Je crois qu'on a dit en quoi le vin était une cible parfaite. Maintenant, je voudrais essayer d'expliquer pourquoi on peut s'attendre à une montée des barrières aux échanges dans le vin. Déjà parce que d'un point de vue géopolitique, on a des problématiques assez aiguës aujourd'hui. Alors, je donne l'exemple ici du Brexit, qui est parti pour être, comment dirais-je, hard, comme c'est l'expression d'usage. Alors, un Brexit difficile, un Brexit qui ne permettrait pas de sortir par le haut avec un doux commerce, justement, comme disait un illustre prédécesseur, mais un Brexit qui risque d'être compliqué tant sur le plan réglementaire que, pourquoi pas, même sur le plan des tarifs douaniers. Ce n'est pas le seul problème géopolitique, hein. Beaucoup d'économistes s'accordent à dire également que dans la guerre commerciale très forte entre les États-Unis et la Chine, et c'est pas forcément l'élection, si tant est qu'elle se fasse bien, de Joe Biden qui changera les choses d'ailleurs, mais dans cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, l'Europe risque d'être prise en otage et effectivement d'en subir les conséquences également. Donc les problématiques géopolitiques sont là, elles résultent en des tensions commerciales fortes et le vin sera une victime à coup sûr.
l'intensification de ces guerres commerciales, je le disais, entre la Chine et les États-Unis, elle va se faire aussi à tout point de vue, vraisemblablement, sans doute entraînant d'autres pays, et elle se fait dans un contexte général de populisme, et qui pourrait toucher aussi bien d'ailleurs nos pays. Ne voyons pas l'Europe continentale comme, évidemment, comme une zone qui serait en dehors du temps et en dehors de l'espace et en dehors de tout risque de montée du populisme. Non, bien évidemment, on le voit bien, cette montée du populisme est généralisée, y compris en Europe continentale. Et auquel cas, si nous-mêmes nous mettions dans une dynamique populiste pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne, je pense que derrière, il y aurait des conséquences graves, puisque sans doute qu'on prendrait des décisions de restriction d'importation pour les autres pays et qu'on subirait des représailles, et ces représailles, à coup sûr, toucheraient le vin. Il y a un troisième point également qui devrait aller vers une montée du protectionnisme de façon générale, c'est le Covid. Le Covid et cette volonté de relocalisation, parce que justement, on s'est aperçu qu'on était vulnérable. La structure de notre production, qui est très largement externalisée à l'étranger, nous rend vulnérables. Alors quand je dis nous, c'est les Français, mais pas seulement. Les Allemands font le même constat, les Américains font le même constat. Et donc, il y a une volonté de relocalisation aujourd'hui. Et cette volonté de relocalisation, si elle vaut pour les autres, eh bien, ça veut dire que là aussi, il va y avoir une restriction sur leurs importations. Je fais très rapidement une petite parenthèse sur le Brexit, parce que c'est un point qui est extrêmement important aujourd'hui. Quel impact pourrait avoir le Brexit sur le commerce de vin? J'ai juste un tableau assez synthétique à vous montrer. Alors, il y a les losers et les winners. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a trois effets. Il y a d'abord un effet du Brexit qui risque d'être un effet sur le Royaume-Uni lui-même. Et il devrait résulter, d'après les dernières prévisions économiques, en deux aspects. D'une part, une dépréciation de la livre sterling qui va faire augmenter le prix de leurs importations, et d'autre part, une baisse du PIB au Royaume-Uni. Alors évidemment, si la livre sterling se déprécie, le prix des vins importés va augmenter. On estime que cette hausse pourrait être de 22%. Et d'autre part, si le PIB anglais baisse, alors à ce moment-là, c'est la demande de vin qui pourrait baisser d'environ 28%. On parle ici de hausse du prix du vin et de baisse de la demande de vin. Donc les effets sont quand même très importants d'un point de vue purement économique, sans même parler de droits de douane. Mais il faut en parler. Et l'accès au marché britannique risque de se faire avec des tarifs douaniers, mais aussi des barrières non tarifaires, des problèmes sur la propriété intellectuelle, sur les noms des AOC, des châteaux, etc., des formalités administratives renforcées. Là, très clairement, sur l'accès au marché, c'est les pays de l'Union européenne qui vont souffrir, la France, l'Italie, l'Espagne notamment. Évidemment, sur les effets économiques, c'est tous les pays exportateurs de vin qui vont pâtir de cet effet sur l'économie britannique. En revanche, sur l'accès au marché, il y a déjà le Chili qui rentre sans barrière aux échanges au Royaume-Uni. Il y a les pays du Commonwealth, je pense notamment à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Et puis, il y a un certain nombre de pays hors UE qui risquent de profiter des barrières que nous, pays de l'Union européenne, on pourrait avoir sur le marché britannique. Enfin, concernant la concurrence sur les marchés tiers, il va également y avoir un effet, puisque si on peut moins exporter vers le Royaume-Uni, il va falloir essayer d'exporter ces surplus de vin vers d'autres pays. Donc, il va y avoir une hausse de la concurrence sur les marchés tiers, donc une guerre des prix, baisse des prix. Et là, tous les pays producteurs vont perdre en termes de prix. Ceux qui vont gagner, en revanche, ce sont les consommateurs des marchés tiers. Donc, on le voit très concrètement, ce protectionnisme va avoir un effet extrêmement délétère. Bien sûr, on peut parler de la taxe Trump. Je ne l'ai pas fait ici parce qu'on en a beaucoup parlé dans la presse. On sait à quel point ça a affecté déjà les exportations de vins français, et pas seulement de vins français, mais surtout de vins français, et plus particulièrement dans le Bordelais. Donc, on connaît ces effets. On en a moins entendu parler sur le Brexit. C'est pour ça que je voulais faire un petit point sur le Brexit. Un deuxième point qui me paraît important et qui est en train de monter en puissance très fortement, c'est le changement de nature des barrières aux échanges. Je dirais que Donald Trump, quand il met un tarif douanier, quelque part, il est très lisible, c'est relativement sain, si vous me passez l'expression, comme politique commerciale. Parce que la plupart des mesures
restrictives aux échanges aujourd'hui sont des mesures techniques. Ce sont des mesures techniques aux frontières, des formalités administratives renforcées. On va vraiment essayer d'ennuyer le plus possible l'exportateur à la frontière. Mais en plus, il y a ce qu'on appelle des mesures behind the border, c'est-à-dire derrière la frontière, c'est-à-dire quand vous êtes même rentré dans le pays où il va y avoir des réglementations qu'on va vous demander de respecter sur le plan domestique dans un certain nombre de pays. Alors, ces barrières, ce changement de nature des barrières, on le voit apparaître pas simplement dans le vin, bien évidemment, mais on se rend compte quand même que le secteur des vins et spiritueux est extrêmement touché. Vous avez des rapports annuels de l'Union européenne qui vous montrent justement, qui répertorient en fait l'ensemble des barrières aux échanges, qu'elles soient tarifaires ou non tarifaires. Et le dernier rapport en date de 2018 montre que sur les 45 nouvelles barrières aux échanges répertoriées sur l'année 2018, alors c'est un rapport qui date de 2019 mais qui porte sur l'année 2018, sur 45 nouvelles barrières, 23 sont au-delà de la frontière, si vous voulez, et qu'on en a 9 qui concernent donc le secteur des vins et spiritueux qui apparaît largement comme le secteur le plus touché, sachant qu'on le met en dehors du secteur agricole. Donc vraiment, je suis assez pessimiste sur le libre-échange dans le domaine du vin et lapsus révélateur, j'ai voulu dire protectionnisme. Alors, un autre élément qui me paraît extrêmement important aussi, on le constate depuis quelques années et il suffit de regarder ce qui s'est passé dans d'autres secteurs. On sait que les Chinois, assez traditionnellement, alors au risque d'être un peu sévère et même un petit peu caricatural avec la stratégie chinoise, mais on a quand même constaté dans pas mal de secteurs que lorsque les Chinois ne savaient pas faire quelque chose, ils commençaient par l'importer. On se dit chouette, on a un marché énorme qui s'ouvre à nous et c'est bien ce qu'on s'est dit au milieu des années 2000 pour le marché du vin, dans le marché du vin pour le marché chinois, pardon. Donc c'est génial, on a un énorme marché qui s'ouvre à nous, on va pouvoir exporter massivement et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé, les Bordelais ont beaucoup profité de ces exportations vers la Chine. Bon, continuons un petit peu le parallèle avec d'autres secteurs. Les Chinois importent et puis ils apprennent. Ils apprennent à faire, ils regardent comment on fait, etc. Ils vous demandent de venir investir chez eux. Et puis, il y a un transfert de technologie qui se fait peu à peu jusqu'à ce qu'ils soient capables de produire. Aujourd'hui, les Chinois produisent du vin. C'est même un très important producteur de vin. Et ils arrivent même à produire des vins qui sont d'une qualité tout à fait acceptable, voire franchement très bons dans certains cas. Donc, on passe de l'importation à la production. Et l'étape suivante, et c'est parfois une certaine, alors je vais être mesuré dans mes propos, mais c'est parfois une certaine fermeture du marché. Donc, c'est ce qu'on appelle une stratégie de substitution aux importations. Si c'est le cas dans le vin, et c'est très possible, parce que pour l'instant, les chiffres montreraient qu'on serait un petit peu dans une stratégie telle que je la décris pour la Chine. Et si c'est le cas, ben c'est la fin de l'Eldorado d'une certaine façon, où les Chinois vont essayer au maximum de remplacer leurs importations actuelles par donc des productions locales. Alors, cette stratégie de substitution aux importations, d'autres pourraient la faire. Hein. C'est une stratégie que je qualifierais de très chinoise, mais dans un monde post-Covid, en espérant qu'on soit bientôt dans un monde post-Covid, tout le monde pourrait se mettre un petit peu à essayer de trouver des substituts aux importations, y compris sur le marché du vin, dans la production de vin. Alors, on va essayer de terminer avec quelque chose d'un petit peu plus positif, en se disant que tout cela n'est pas une fatalité. Il y a quand même des façons de, comment dirais-je, de pallier ce problème, de le contourner en tout cas, et donc c'est la question des stratégies face aux barrières commerciales. Il y a des stratégies à plusieurs niveaux. D'abord, à un niveau très macroéconomique, je veux dire au niveau d'un État. Je crois qu'il va devenir très urgent d'abandonner les rêves de libre-échange et ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire que tout le monde se met à l'OMC autour d'une table, 150 pays, 160, 170 pays se réunissent et mettent en place un accord multilatéral dans ces grands rounds de négociations tels qu'on les connaît. Et on aboutit à un accord généralisé de libre-échange. Je crois que ça n'existe plus. L'OMC
a perdu la foi, hein, et ça fait bien longtemps que l'OMC n'a pas tenté même de refaire des négociations multilatérales. Donc, on va vers un monde d'accords bilatéraux où chaque pays ou chaque zone, comme l'Union européenne, va aller négocier avec d'autres pays ou d'autres zones un accord bilatéral. Alors, on a un champion dans le domaine du vin notamment. On a un grand champion, c'est le Chili. Le Chili, vous voyez ici, c'est une capture d'écran à droite, une carte avec en rouge tous les pays avec lesquels le Chili a signé des accords de libre-échange bilatéraux. Le Chili en a plus d'une quarantaine et c'est vraiment le world champion parce qu'ils se sont ouverts à la plupart des grands marchés, et notamment le marché chinois, le marché américain, le marché britannique, l'Union européenne. Donc les principaux marchés sont là et les vins chiliens rentrent sans droit de douane sur tous ces marchés. Vous pouvez essayer de regarder ce que fait l'Union européenne, vous verrez que ce n'est pas du tout la même chose. La carte n'aura pas la même couleur, ce sont des cartes interactives. Vous pouvez aller sur le site de l'Organisation mondiale du commerce et faire cette carte pour différents pays. Alors, cette carte est générale ici, mais si vous la faites vraiment dans le cadre du vin, vous verrez que le Chili rentre un petit peu partout, sur les principaux marchés en tout cas, ceux qui font plus de 90% de la consommation de vin dans le monde, rentrent sans tarif douanier. Ce n'est pas du tout le cas des vins français. Alors, l'Union européenne essaie de calquer sa stratégie sur celle du Chili, mais on est en retard, on court après eux, et les Chiliens s'imposent comme de terribles concurrents, et je pense qu'ils vont faire très mal sur le marché britannique. C'est déjà le cas d'ailleurs, mais ça risque de devenir encore plus délétère pour les exportations françaises. Des réactions maintenant au niveau de l'entreprise. Alors, effectivement, les entreprises peuvent elles-mêmes avoir des stratégies face à ces barrières commerciales. Il y a une stratégie qui est bien connue qui s'appelle le tarif jumping. Alors, tarif jumping, c'est assez imagé. Ça veut dire qu'on passe par-dessus le tarif douanier, en fait. Alors, comment est-ce qu'on peut passer par-dessus un tarif douanier? Il n'y a pas 36 solutions. Si je ne peux pas envoyer mes bouteilles de vin de l'autre côté de la frontière, je vais essayer d'envoyer ce qui passe une frontière, c'est-à-dire des idées, c'est-à-dire un savoir-faire, c'est-à-dire des capitaux, de l'argent, et donc je peux très bien acheter des terres, planter des vignes, créer mon propre château, mon propre domaine à l'étranger, exporter mon savoir-faire. Je peux le faire dans le cadre d'une joint venture, par exemple, avec une entreprise étrangère. Donc on l'a fait beaucoup aux États-Unis à une époque, et on continue lorsqu'on se promène dans la Napa Valley, à voir beaucoup finalement de domaines qui sont détenus ou co-détenus par des Français. Alors il y en a un qui est extrêmement célèbre, si on parle de co-détention avec des capitaux américains et des capitaux français, c'est Opus One en 1978 avec cette alliance entre le baron Philippe de Rothschild et Robert Mondavi. Donc effectivement, on se retrouve dans une dimension où on exporte du savoir-faire. Et on prend bien évidemment le risque que l'élève dépasse le maître. Et c'est évidemment ce qu'ont voulu faire et ce que ne cessent de vouloir faire les Californiens par rapport aux Bordelais. Alors ça, c'est une petite parenthèse en passant, c'est pas ça le plus important, mais il y a vraiment cette idée, en tout cas dans tous les secteurs, et y compris dans le secteur du vin, si on veut faire des affaires à l'étranger, des échanges avec l'étranger, ce sera peut-être moins sur les bouteilles que sur les savoir-faire et des transactions en capital pour faire des investissements fonciers. Enfin, et c'est plus facile à dire qu'à faire, il y a des stratégies de réputation. On sait que là, vraiment, toute la littérature en économie internationale et toutes les études faites par les grands cabinets de consultants, etc., montrent que le haut de gamme et a fortiori le luxe résiste beaucoup mieux aux barrières aux échanges et à toutes les pressions sur les prix qui peuvent exister. C'est normal parce que lorsque vous appartenez au monde du luxe, typiquement, et quand vous êtes dans le haut de gamme de façon plus générale, le consommateur va vouloir votre produit. Et effectivement, on connaît tous ici des grandes étiquettes, des grandes bouteilles que le consommateur veut avoir à tout prix, si je puis dire. Et c'est parfois un drame d'ailleurs parce que c'est réellement à tout prix et les prix peuvent prendre une ampleur formidable et du coup les vins ne deviennent plus consommables par le commun des mortels, mais en tout cas il n'y aura pas de la place pour tout le monde, bien évidemment. Tout le monde ne peut pas faire du haut de gamme, tout le monde ne peut pas faire du luxe, et construire une réputation forte pour échapper à cet impact sur les prix des barrières douanières
est quand même relativement illusoire, même si on doit essayer effectivement d'aller dans cette direction. Alors au final, pour conclure, j'en ai fini avec mes slides, mais d'un mot, je disais sous la forme d'une boutade tout à l'heure, le secteur du vin ne coulera pas et l'industrie française du vin ne coulera vraisemblablement pas, mais il va certainement falloir se réinventer un petit peu. Le commerce international ne va plus être comment dirais-je, la soupape un petit peu, l'échappatoire de surplus que l'on aurait parce que la consommation en France baisse, et peut-être que ça a été considéré comme cela par certains à un moment donné, c'est-à-dire que en tendance, la consommation française baisse, donc on va aller à l'étranger vendre nos surplus. Non, je pense qu'il va falloir essayer de redécouvrir le marché français, de redécouvrir le marché européen, redonner envie aux consommateurs locaux de boire, de venir dans les comment dirais-je, dans les domaines, et il va falloir faire un travail sur la proximité qui pourrait bien être un mot-clé de la prochaine décennie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Marie, c'était très très clair. Tu as tenu le temps, 19h38, donc on peut poser quelques questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. J'en ai déjà une qui me vient à l'esprit personnellement. Si tu veux, je te la pose tout de suite, comme ça on pourra démarrer la conversation. En fait, j'ai été très intéressé par la fin aussi sur la valeur du vin. En fait, c'était une discussion sur une stratégie de réaction qui serait basée en fait sur la construction, la reconstruction de la valeur du vin, il me semble, pour essayer de contrer un peu ces stratégies de protectionnisme. Et alors, une des questions que je me posais, bon, alors, en fait, c'est est-ce qu'on a des données, enfin, est-ce qu'on a mesuré correctement l'effet de la valeur du vin sur les barrières aux échanges, c'est-à-dire l'effet des barrières aux échanges en fonction de la valeur du vin, plutôt, excusez-moi. Est-ce qu'on a des données qui ont permis de mesurer ça et qui permettent d'attester que, effectivement, plus on augmente la valeur du vin, plus on augmente la qualité au départ des vins et donc leur valeur, eh bien, moins on va avoir de conséquences négatives en termes d'exportation. Oui, c'est effectivement très bien documenté. On a réalisé plusieurs études récemment, dont une qui devrait sortir bientôt, j'espère, avec des collègues bordelais, notamment Olivier Barguin, Raphaël Chiappini. Et on a clairement démontré, mais on n'est pas les seuls, hein, il y a d'autres études qui vont dans ce sens-là, qui démontrent que l'élasticité prix à l'importation de certains pays, notamment la Chine et les États-Unis, mais pas seulement, varie en fonction du niveau des prix des vins qui rentrent. Et très clairement, plus on est avec des prix élevés, plus on exporte des vins à prix élevé, plus l'élasticité prix est faible. C'est-à-dire que dès lors qu'on va vers les biens les plus hauts de gamme, le consommateur dans le pays cible, la Chine ou les États-Unis, devient beaucoup moins sensible au prix finalement. Et il est beaucoup plus sensible aux questions d'image et de réputation. D'accord. Oui, bon, d'accord. En revanche, si je peux me permettre une remarque, et c'est ce qui m'a permis de faire, d'ailleurs, lorsqu'on a eu les premières prévisions de PIB pour 2020-2021 de la part du FMI, de l'OCDE, y compris les vins les plus onéreux, sont très sensibles aux revenus, sont très sensibles aux variations de PIB dans ces pays. Donc là, on n'est pas protégé contre une baisse brutale du PIB. Et c'est pour ça que les exportations, quand même, souffrent aujourd'hui, y compris pour les vins les plus chers, parce qu'on est très sensible aux revenus, beaucoup plus qu'au prix. Alors ça peut paraître curieux, ça peut paraître paradoxal, mais là, tous les modèles de commerce international sont convergents. Oui, d'accord. Enfin, ce qui montre d'ailleurs c'est que la situation, enfin, c'est très complexe, ces histoires d'échanges internationaux et de barrières aux échanges, parce qu'on ne comprend pas exactement l'effet des barrières aux échanges en fonction effectivement, du prix versus le revenu, mais aussi, et tu as commencé ton exposé en parlant des barrières non tarifaires versus les barrières tarifaires, c'est-à-dire les taxes, quelque chose de très simple, la taxe. Bon, peut-être qu'il y a une raison pour laquelle la taxe elle est utilisée de façon aussi importante. C'est parce que les barrières aux échanges non tarifaires, quand on fait appel à la sécurité sanitaire, eh bien, il faut aussi qu'elle va s'appliquer aussi à son propre pays. Hein. C'est-à-dire que si on est un pays producteur de vin comme le sont les États-Unis et qu'on met en exergue un certain nombre de barrières non tarifaires au nom de critères sanitaires, eh bien, il faut qu'on, par mesure de non-discrimination, par obligation de non-discrimination, on est bien obligé de les appliquer à son propre pays, ce qui n'est peut-être pas le cas
de la taxe, qui fait que la taxe devient finalement l'objet le plus facile, enfin l'outil le plus facile de restreindre les importations, non? C'est vrai. Après, les Américains, alors ça dépend de la nature des taxes. Ben, je ne veux pas être trop technique, mais est-ce que c'est ad valorem ou non? Oui. Tu vois, est-ce que c'est un pourcentage ou est-ce que c'est un montant que tu imposes? Et donc là, tout va dépendre aussi effectivement du profil de production du pays importateur. Si c'est un montant où tu as un pays importateur qui produit des vins peu chers, ça peut être extrêmement important, effectivement, de rajouter une taxe comme ça sur un montant donné. Si c'est un pourcentage, ça va être au contraire très faible. Donc voilà, ça va dépendre de beaucoup de paramètres, mais tu as en partie raison. Si on veut quelque chose d'indolore pour les producteurs locaux, il vaut mieux essayer de trouver des formalités, de nouvelles formalités administratives dans le passage de la frontière au moment du dédouanement. Ça reste quand même une formule qui marche assez bien pour embêter les exportateurs. Oui. Alors, je ne sais pas si Inès, on a des questions dans le chat qui pourraient être Il y en a prises. beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, donc on va essayer de faire le tri. Puis il y en a beaucoup qui arrivent tout en même temps, du Oui, coup. ben Mais alors, allons-y. on a une question qui est intéressante. On a des Charentais dans la salle, j'ai l'impression, puisque on se demande si ce que vous avez exposé s'applique aussi aux spiritueux et notamment au cognac. Alors, bien sûr, le cognac n'y échappera pas. Voilà, on est tout ce que j'ai dit sur le vin vaut sur les alcools en général, hein, sur le fait que ce soit un secteur qui soit quand même très, comment dirais-je, qui soit très ciblé dans le cadre des guerres commerciales, etc. Après, il peut y avoir des différences, hein. Effectivement, ça va être un certain nombre d'alcools. Par exemple, la taxe Trump, c'est différencié en fonction du degré d'alcool. Donc, c'est vrai en général. Le cognac va être à peu près dans les mêmes problématiques, mais au cas par cas, ça peut être différent. Si je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Vous parlez de la taxe Trump. On se demande aussi si avec le changement de présidence, est-ce que Joe Biden, qui finalement est aussi très porté sur le Made in America, est-ce qu'il y a une raison pour qu'il change cette taxe? Ouais, je ne suis pas certain que… Alors, deux éléments de réponse, hein. Je ne suis pas certain que la politique commerciale de Joe Biden soit totalement différente de celle de Donald Trump. Elle sera peut-être moins agressive dans la forme, mais sur le fond, pardon. Sur le fond, je pense que ce sera à peu près équivalent. Parce que, comme je l'ai dit, hein, il y a une demande de la part de la société américaine pour aller vers ça. Et il la respectera, cette demande, j'en suis quasi convaincu. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Ensuite, il y a un deuxième élément de réponse par rapport au conflit entre Airbus et Boeing et par rapport aux collatéraux. Je crois que c'est un conflit qui va se résoudre quand même dans les mois qui viennent. Donc, indépendamment de Trump et de Biden, c'est un conflit qui se résoudra. L'Union européenne, maintenant, peut taxer les Américains dans le cadre de ce conflit aussi. Donc, ça va donner un rapport de force qui va s'équilibrer un petit peu. Et j'espère qu'on va trouver un compromis et que la taxe de 25% va être levée dans les mois qui viennent. Mais je ne suis pas sûr que ce soit totalement relié à Joe Biden. Je pense que c'est l'évolution assez logique, finalement, de ce vieux conflit entre Airbus et Boeing. Oui, allez-y, Eric, pardon. Une question de piège, là, on change complètement de sujet avec Myriam qui pose. Est-ce que tu peux expliciter ce que tu veux dire par travail de proximité? Et je pense qu'il y a un piège derrière cette question. Alors, la proximité, elle est double. Elle est double parce que aujourd'hui, quand je parle de proximité sur le marché du vin, et j'ai fait l'introduction des Vinitiques tout à l'heure, oui, où j'ai justement parlé un petit peu de proximité. Et je disais, la proximité, elle est de nature physique, d'une part. Donc, c'est vraiment voir le consommateur locavore, donc consommateur de produits locaux. C'est la circularisation de l'économie, les circuits courts, etc. Donc, il y a cette dimension en termes de distance. Et puis, il y a une autre dimension qui est beaucoup plus psychologique. La proximité, c'est l'effet de club. Et on peut être en proximité, si je puis dire, entre un vigneron de l'entre-deux-mers et un consommateur de l'Oregon,
parce que justement, le consommateur va être séduit par le discours, il sera tombé dessus parce que les médias sociaux, etc., Oui. etc. Et il va y avoir une proximité, un effet de club qui va se créer. Donc, c'est aussi ça la proximité. Et je pense qu'il faut travailler sur ces deux proximités. Je crois qu'il est urgent aujourd'hui Oui, tout à fait. Je trouve que c'est très voilà, pertinent. il est urgent d'aller retrouver une clientèle plus locale. Est-ce qu'on peut inverser cette baisse progressive de la consommation en France? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut redonner envie aux consommateurs. Peut-être qu'il faut trouver autre chose. J'en sais rien. Et c'est très facile de parler comme je le fais. Hein. C'est infiniment plus compliqué d'inverser les choses. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je crois qu'il faut essayer de redécouvrir cette proximité et d'en créer une nouvelle, la proximité psychologique. Oui, donc qui ne correspond pas à une reterritorialisation de la consommation de vin, à une renationalisation de la consommation de vin. Tout à fait. Est-ce que tu considères pour ta part que c'est perdu, la consommation nationale, en valeur comme en volume? Est-ce que tu aurais des éléments de réponse par rapport à ça? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en volume, c'est une décroissance classique, enfin, qui date depuis une vingtaine d'années, même peut-être plus d'ailleurs. Et en valeur, je ne sais pas, mais voilà. Est-ce que tu as des informations? Là, très honnêtement, je n'ai pas de boule de cristal. Si on prolonge les tendances que l'on peut voir aujourd'hui, on se dit, on peut espérer un rebond en valeur, ça sera plus compliqué en volume. Mais ça, c'est toute chose égale par ailleurs. Maintenant, si on a la fée marketing qui se penche et une organisation sur l'entrée de gamme, typiquement, une organisation du marché qui soit un petit peu différente. Hein. C'est des choses que j'ai abordées dans d'autres agoras, mais typiquement, un marché peut-être mieux organisé sur l'entrée de gamme, des marques plus fortes, une concentration du secteur. Alors là, je vais commencer à utiliser plein de gros mots pour, pour un certain nombre de professionnels. Peut-être qu'on peut imaginer aussi sur l'entrée de gamme avoir des vins plus séduisants, plus lisibles, moins complexes pour le consommateur, moins volatiles dans les rayonnages, avec un suivi de marque que l'on va retrouver partout, et pourquoi pas donc sur l'entrée de gamme aussi. On a vu pendant le confinement d'ailleurs des achats, ça va dépendre du packaging aussi. Ah Hein, oui, parce on peut est-ce qu'on très a bien des données faire. sur l'effet du Covid sur la consommation de vin? Comment ça s'est passé un peu? Est-ce qu'on peut en tirer des enseignements? Je crois on peut en tirer des enseignements parce que le Covid, au moins pour certains aspects de la consommation de vin, a été un révélateur de certaines tendances qui étaient là, que l'on connaissait, mais qui étaient peut-être un petit peu ronronnantes et qui se sont accélérées subitement avec le Covid. Alors, c'est évidemment les ventes sur Internet, le e-commerce, bien évidemment, ça a été un accélérateur de tendance. Ce n'est pas une nouvelle tendance, c'est juste un accélérateur de tendance, le Covid. Ça a été aussi montré qu'on peut... Il y a un packaging nouveau qui peut peut-être être mis en place. On a acheté beaucoup de bibes, par exemple, pour les entrées de gamme. Est-ce que ça, c'est pas intéressant? Par contre, on a consommé, nous, l'enquête qu'on avait faite sur 7000 consommateurs européens démontrait qu'on a consommé, on a acheté moins cher pendant le confinement, mais on a consommé toujours aussi bien parce qu'on a bu sa cave, globalement. Donc, très clairement, les vins premium, ils étaient là en stock et on les a reconstitués un petit peu plus tard. Je pense que le Covid a aussi été un révélateur de cette tendance au local, au bio également. On pourrait se dire que ça n'a rien à voir, mais non, parce que c'est un certain retour à la nature, aux choses propres, etc. Donc, ces tendances, elles étaient là, hein, je le répète. Hein, le Covid n'a pas eu un effet disruptif sur le fond, mais un effet d'accélérateur des tendances existantes. Et d'exacerber les tendances, oui, d'accord. Mais ça, on peut bien le comprendre. Tout à fait. On a d'autres questions, Inès, ou pas? Oui, vous parlez de proximité, de local, mais est-ce qu'on reste sur un vignoble bordeaux-bordelais, franco-français, ou est-ce qu'on peut élargir un peu plutôt au marché européen? Est-ce qu'il n'y a pas des parts à gagner ou à regagner en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg? Si, bien sûr, il faut le voir quand même, effectivement, certainement pas dans une optique régionale. Moi, je pense qu'il y a une logique de cercle concentrique, en fait. Hein.
je crois que redécouvrir la clientèle locale, purement locale, dans un rayon de, je vais vous dire n'importe quoi, 50, 100 km, oui, c'est important aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui va sauver les viticulteurs, surtout ceux qui font du volume, bien évidemment, mais ça reste un point de développement qui me paraît assez intéressant. Et puis après, à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, bien évidemment, c'est-à-dire là où il n'y aura pas de barrière, en fait. Néanmoins, ce biais du local, on va l'avoir de plus en plus dans les pays nouvellement producteurs. Alors, l'Allemagne est déjà un pays producteur assez important. La Belgique, anecdotiquement, certes, mais est devenue, il y a déjà quelques temps, enfin, il y a toujours eu du vin en Belgique, et puis on sent une volonté de s'affirmer en termes de production. Voilà, il va falloir faire face à ça aussi. Les autres aussi vont redécouvrir leur vin. Donc, je pense que la concurrence va devenir quand même assez rude, effectivement. Alors, ce qu'on avait montré dans notre enquête dans différents pays européens, justement, sur la consommation pendant le confinement, c'était la volonté des consommateurs européens de consommer local, justement. Et c'était une sorte de soutien au secteur viticole qui souffrait, qui était en grande souffrance à ce moment-là, parce que les ventes se sont arrêtées, clairement et simplement. Et donc, il y avait cette volonté, alors je ne sais pas si elle est pérenne, mais il en restera quelque chose, à mon avis, justement, sur le fait de soutenir les filières locales. Est-ce qu'une solution, ça ne pourrait pas être de prévoir et d'accompagner la réduction de la production de vin? Ah, ça, c'est... Bon. En France et à Bordeaux. La question porte sur France et Bordeaux. Oui, bien sûr. C'est un sujet récurrent, je dirais. À chaque fois qu'il y a une crise, on veut arracher. Alors, peut-être, quand j'étais en Californie en février dernier, justement, dans un grand salon du vin à Sacramento, j'ai été surpris parce que les Américains eux-mêmes parlaient d'arrachage en disant il y a peut-être trop d'offres aujourd'hui si on veut maintenir des prix décents. Alors, ça m'a étonné un peu de la part des Américains parce que d'habitude, la mentalité américaine et que je préfère à la mentalité française sur ce point-là, c'est de dire, avant de commencer à réduire l'offre, peut-être qu'il faudrait essayer de vendre mieux. Donc, bon, je ne trancherai pas ce débat sur l'arrachage. Hein. Ça a été Bernard Farge, dans la dernière Assemblée générale du CIVB, donc ici du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, l'a mentionné lui-même au mois de juillet. Bon, je vous dis, c'est un sujet récurrent. Moi, je pense que avant d'arracher, peut-être qu'il y a encore des solutions et des marges de manœuvre en termes de vendre, pour vendre mieux, des solutions techniques intéressantes, aller chercher le consommateur, le séduire, etc. Donc, pourquoi pas l'arrachage, mais c'est pour moi du dernier recours et c'est quand même d'une certaine façon un aveu d'impuissance et d'échec. Donc je trouve ça quand même dommage. Et je préfère parler de concentration du secteur que d'arrachage véritablement. C'est-à-dire, je pense qu'on peut faire des économies d'échelle et réduire les coûts plutôt que d'arracher. J'ai une question que je trouve très intéressante, Gilles, qui nous pose la question de la contradiction qu'il pourrait y avoir entre la stratégie d'industrialisation de vin, la création de marques, etc., et la volonté, parallèlement à ça, de vouloir rapprocher le producteur du consommateur. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a, si on crée des marques, c'est pour aller conquérir des marchés industriels, un peu, des marchés de masse, quoi, de grande quantité. Et puis, parallèlement à ça, on nous explique qu'il faut essayer de rapprocher le producteur au consommateur. Donc, on ne sait plus très bien où on en est. Ouais, alors il y a deux choses. Créer une marque, c'est se rapprocher du consommateur. Déjà, premier point. Une marque qui est reconnue, connue, appréciée, c'est un signal tout de suite que vous envoyez au consommateur qui va justement vous reconnaître, je le disais, et qui va avoir un réflexe assez facile de racheter le vin parce qu'il le connaît. Donc, la marque, elle n'est pas du tout, et y compris la marque de masse, si je puis dire, elle n'est pas du tout incompatible avec le fait de se rapprocher du consommateur. C'est au contraire une des façons de se rapprocher du consommateur. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a un deuxième élément de réponse qui sera plus peut-être en ligne avec ce que tu attendais, Eric, j'en sais rien, mais sans doute. Il faut voir le marché du vin comme un marché extrêmement pluriel. Le marché du vin est un marché incroyablement différencié, où on va trouver des vins espagnols à 1 euro la bouteille, et puis des vins... d'ailleurs parfois espagnol aussi, mais surtout français ou italien, à 1 000 euros la bouteille. Donc, on a vraiment un espace de différenciation qui est immense et on ne peut pas avoir des réponses uniques à
tous les segments du marché, pour tous les segments du marché, bien évidemment. Donc, le vin de vigneron qui va jouer justement sur une proximité, qui va jouer sur un effet de club, qui va jouer sur une histoire, le fameux storytelling des anglo-saxons, bien sûr qu'il peut cohabiter avec un mass market, avec des marques bien reconnues. Les deux ne sont pas incompatibles parce que le marché est très segmenté. On ne s'adresse pas forcément aux mêmes consommateurs. Et parfois, d'ailleurs, ça peut être le même consommateur qui achète les deux vins. Mais il y a le vin qu'on va boire comme ça, et puis il y a le vin qui va être réservé à d'autres occasions. Donc, c'est un marché tellement pluriel et qui est tellement difficile à segmenter, d'ailleurs, que véritablement, il y a de la place pour toutes les stratégies, finalement, marketing et industrielles, je crois. Et c'est un tort, hein. Je crois que c'est un biais assez français là aussi que de vouloir voir le vin comme un seul et unique objet. Non, le vin est pluriel. Il n'y a pas simplement l'entrée de gamme, le cœur de gamme et le haut de gamme. Le marché est évidemment beaucoup plus complexe et il y a beaucoup de façons d'appréhender les choses et de créer de la valeur finalement à tous les niveaux de la gamme. Oui, voilà, je veux dire, j'ai été surpris par ta première réponse qui est de considérer la marque comme un rapprochement du consommateur. Et donc, bon, ça, c'est bien du quart de bas dans le texte, qui est un petit côté provocateur, mais j'ai bien apprécié. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a eu pas mal de questions quand même par rapport au vin bio et à la valeur environnementale. Oui. Est-ce que ça peut… Vins français, au niveau de la valorisation écologique, sont-ils en avance vis-à-vis de leurs concurrents? Est-ce que tu as un élément de réponse? Moi, je pense que tu en as plus que moi des éléments de réponse, Eric, donc je pourrais répondre, mais moi, si je donne mon sentiment, et je dirais que ça dépend, parce que ça dépend à qui on se compare, bien évidemment, mais de façon générale, là aussi, on est quand même relativement désorganisé. Déjà, à l'échelle intranationale, les niveaux d'avancement sont très disparates sur ces questions-là. On est peut-être un petit peu plus avancé dans la Loire que dans le Bordelais, par exemple. Je sais pas, je parle sous ton contrôle, Eric, mais c'est la sensation qu'on pourrait avoir. On a des labels très différents. Il y a une petite polémique sur le label HVE en ce moment, par exemple. Voilà, donc on a quand même une certaine difficulté à avancer et grouper avec des labels très clairs. Je crois qu'il y a quand même un label qui fait référence aujourd'hui, c'est vraiment le label AB, le vin bio. Pour le reste, c'est un petit peu plus disparate. Et puis les régions avancent avec des niveaux de rapidité différents. Certains pays sont très bien organisés. Les Chiliens sont pas mal organisés. Ils disent on est bio par nature, on n'a pas besoin de mettre d'intrants avec notre climat. Bon, ils ont beaucoup de chance, mais ils communiquent beaucoup là-dessus, hein. Voilà, je pense que beaucoup de vignobles sont quand même un petit peu mieux organisés que nous, je crois, justement dans la labellisation. On a beaucoup de questions sur le no-tourisme. Est-ce que le no-tourisme peut être une bouée de sauvetage pour les domaines viticoles français? Oui, vraisemblablement, même si on va pas transformer tous les vignobles en Disneyland locaux, hein, ça c'est sûr. Mais là, c'est pareil. Si vous regardez, faisons un peu de comparatif. Hein, regardez les domaines. Alors, je parlais de la Napa Valley tout à l'heure, mais allez en Afrique du Sud, allez dans beaucoup de domaines étrangers, allez plus près de nous, hein, allez dans la Rioja par exemple. Regardez la qualité architecturale des chais de façon générale. Regardez l'accueil qui est fait aux œnotouristes. Je pense qu'on est encore un petit peu éloigné des standards internationaux et je crois qu'il y a de la valeur à créer ici. Il y a très clairement une valeur ajoutée importante à saisir via l'œnotourisme. Mais là, c'est pareil. Est-ce qu'un petit producteur, alors quand je dis petit, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, c'est vraiment une question de taille, 5, 7, 8 hectares, est-ce qu'il a la capacité financière pour faire des investissements dans le tourisme? Je ne le crois pas. Je pense que là aussi, une concentration de l'offre, ce qui ne veut pas dire forcément une fusion, mais avancer de façon un petit peu groupée sur ces questions touristiques avec une organisation qui soit précise, encadrée, etc. C'est le cas, hein, ça se met en marche. Je ne dis pas qu'il n'y a rien fait. Il y a des choses superbes qui sont faites et collectivement, on commence à s'organiser. Mais je pense qu'on a encore un temps de retard. Et en tout cas, oui, très clairement, il va falloir aller chercher de la valeur
ailleurs que dans la stricte production de raisin et dans la vinification de ce raisin. Je pense que la valeur va devoir être prise ailleurs, dans une chaîne de valeur globale, et tous les aspects qui touchent aux consommateurs, l'agrotourisme, effectivement, de façon générale, peut-être des biens complémentaires au vin, etc. etc. Il y a quand même beaucoup d'idées aujourd'hui qui fleurissent. J'ai encore une question sur. On peut en prendre encore une ou deux et puis après on coupera. Mais on est encore nombreux à être connectés, même si ça se déconnecte au fur et à mesure. On est encore 360, donc j'imagine qu'on a encore envie de répondre à certaines questions, notamment sur. Est-ce que vous avez des données sur les marchés asiatiques autres que la Chine, les marchés thaïlandais, indiens? Est-ce que ça peut être une ouverture aussi pour exporter les vins français? Oui, bien sûr, bien sûr. Et très franchement, il y a des marchés à conquérir, bien évidemment. On s'est beaucoup focalisé dans la stratégie française en général, bordelaise en particulier, sur les grands marchés, sur 7 marchés principaux. Ça fait quand même 1, 2 ans, 3 ans qu'on se rend compte que c'est peut-être un petit peu restreint et que ça laisse quelques milliards d'habitants sur le carreau, ce qui est dommage. Alors effectivement, ces marchés sont plus durs parce que culturellement, ils sont moins axés sur le vin, mais enfin, c'était le cas de la Chine déjà, qui n'était pas forcément un pays du vin, bien évidemment. Donc, on peut essayer d'ouvrir ces marchés. Et ça, justement, comment on va le faire quand on est, j'en reviens à ce que je disais, quand on est désorganisé, qu'on n'a pas d'action collective, qu'on est un petit producteur, entre guillemets. Je crois qu'il va y avoir une prime aux grandes marques, grandes par la taille, grandes par la réputation aussi, pour accéder à ces marchés. Donc, les enjeux sur le mass market, les enjeux sur l'entrée de gamme sont pour moi supérieurs aux enjeux qu'on a sur le haut de gamme, sachant que le haut de gamme, bon an, mal an, je l'ai dit, est naturellement protégé par les effets de réputation. Donc, je crois vraiment que ces marchés, il faudra les explorer peut-être avec des têtes de pont, peut-être avec effectivement des vins à très forte image dans un premier temps. Mais derrière, il faut que ce soit des locomotives qui tirent de très nombreux wagons, et avec cette idée véritablement que c'est le mass market quand même qui va importer, parce qu'on s'adresse à des marchés là qui ont quand même un pouvoir d'achat relativement limité si on veut toucher beaucoup de consommateurs. Alors si on veut toucher que le club des millionnaires, c'est déjà fait. Donc c'est pas ça l'enjeu. C'est vraiment d'y aller avec des vins à bas prix, mais qui est une âme, qui se construit d'une réputation, qui soit visible et lisible pour ses consommateurs. Et là, vous parlez de nouveaux marchés asiatiques, mais l'Afrique, par exemple, ça marche aussi. Oui, évidemment, je parle de tous les marchés hors des 7 grands marchés traditionnels que sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine, la Belgique, les États-Unis, etc. Et par rapport à une question qui a été posée, Jean-Marie, il y a un marché qu'on pourrait analyser, c'est le marché des vins rosés qui ne connaît pas vraiment de problème. Si. C'est-à-dire que c'est un marché peut-être un peu transgressif qui change un peu les données d'échange, de consommation, et qui fait qu'il y a un renouvellement par rapport aux consommateurs, en fait, une adaptation par rapport aux consommateurs. Donc, tout n'est pas perdu. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un problème d'image de marque, et c'est la question qui a été posée, par exemple, des vieux vignobles comme Bordeaux, qui n'auraient pas su s'adapter à ce nouveau paradigme de la consommation de vin, ou est-ce que tu crois à ça, ou est-ce qu'on peut ne pas croire au Bordeaux bashing, par exemple? C'est-à-dire que c'est une histoire un peu inventée. Alors, bon, là, il y a beaucoup de dimensions dans ta question, Eric. Si on commence par parler du consommateur et des vins qui ont le vent en poupe aujourd'hui, très clairement, ce qui se vend le mieux aujourd'hui, c'est le bio, quelle que soit la couleur, avec une très forte augmentation des ventes de bio depuis des années, et ça ne se dément pas, bien au contraire avec le Covid, c'est ce qui tire les ventes de vin aujourd'hui. C'est le rosé aussi, tu l'as dit. Alors le rosé, attention, c'est principalement sur 2 marchés, les États-Unis et la France. Alors tu vas me dire, c'est 2 très importants marchés, mais effectivement, le rosé est à la mode, le rosé est intéressant. Et je crois qu'il faut... Alors, il y a les effervescents aussi, bien sûr, il y a les bulles. Donc, il y a des vins comme ça qui séduisent.
ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il faut se garder de tout conservatisme surtout. Et là, on va rentrer dans un débat qui est celui du terroir et des traditions versus le marché. Et le marché, lui, il est mouvant et il faut s'y adapter. Alors, je sais plus qui avait cette expression sur les terroiristes pour faire un mauvais jeu de mots avec un parallèle un peu funeste. Mais en tout cas, lorsqu'on est économiste, on est parfois surpris par la rigidité de ces règles, de ce manque d'adaptabilité par principe sur le marché. Alors évidemment, il ne faut pas se perdre, il ne faut pas perdre son âme. Il faut continuer à faire le vin qu'on sait faire avec les cépages qui sont adaptés à un terroir, effectivement, même si le changement climatique rebat pas mal les cartes de ce point de vue. Mais il y a quand même aussi une dimension adaptation au marché parce que on pourrait crever quand même de cette rigidité. C'est-à-dire que, alors on va crever droit dans ses bottes, mais on va crever. Donc, digne, certes, mais mort. Donc, bon, je le dis un peu brutalement, pardon, mais néanmoins, il y a de ça. Donc, est-ce qu'il ne faut pas s'adapter un petit peu? Moi, je suis totalement convaincu que oui. Si à un moment donné, il faut faire un peu plus de rosé, ben on fait un peu plus de rosé. Bon, voilà, il y a une façon de s'adapter. Et puis, que je sache, hein, on l'a toujours fait de toute façon, plus ou moins masqué, en le disant plus ou moins, mais les vins ont changé de style parce que les consommateurs ont demandé autre chose. Donc, et ça va continuer. Donc, je crois que beaucoup viticulteurs en sont conscients et vont adapter de plus en plus finement leur offre en fonction du marché. Je pense que ça, c'est un point. Un second point, c'était le Bordeaux bashing. Le Bordeaux bashing, non, je crois sincèrement qu'il existe. Hein. C'est pas une vue de l'esprit, le Bordeaux bashing. Alors après, il est pas forcément mérité, bien sûr. Bordeaux reste un vignoble absolument extraordinaire et sans doute que s'il y a du Bordeaux bashing, c'est parce que certains en sont conscients et que ça les irrite peut-être un petit peu, mais le fait est qu'il existe et qu'il doit interroger aussi. Il doit interroger par rapport à ce conservatisme, il doit interroger par rapport à des postures qui soient trop rigides. Donc, très clairement, il y a des adaptations à faire de ce point de vue-là aussi. On a une question sur le marché des 25-30 ans. Est-ce que vous avez des pistes pour conquérir ce marché? Donc ça, oui, alors, bon, souvenons-nous que je ne suis pas consultant et que je ne vends pas du conseil et que je n'ai pas de boule de cristal non plus. Il y a des choses très intéressantes qui ont été dites cet après-midi lors des Vinitiques, hein, justement sur comment séduire le consommateur. Je crois qu'il faut augmenter la valeur perçue par le consommateur et les 20-30 ans, ils sont particulièrement sensibles, ils sont particulièrement ouverts d'ailleurs. Donc, ouverts, ça veut dire qu'on peut aller les chercher avec des vecteurs de communication qui soient différents de ceux qu'on utilise traditionnellement. Donc, voilà, on sait bien que l'écriture en doré avec du relief sur un papier épais, ça fait vendre, c'est bien, c'est signe de haute qualité, d'authenticité, etc. Je ne suis pas sûr que les consommateurs de 20 à 30 ans ils soient aussi sensibles. Après, je ne suis pas spécialiste du marketing non plus, mais ce que j'ai entendu cet après-midi notamment sur la réalité augmentée, sur ce genre de choses, sur toutes les nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui d'aller augmenter la valeur perçue par le consommateur, je crois que les plus jeunes sont particulièrement sensibles à ces éléments-là. Donc oui, il y a un marketing nouveau à trouver, il y a une communication nouvelle à trouver vers cette génération. Et on a eu pas mal de questions aussi concernant le côté prestigieux des vins français, les vins haut de gamme. Vous y avez un peu répondu pendant votre présentation, mais est-ce que vous pourriez développer? En fait, moi, je me souviens que vous avez dit que ce n'était pas suffisant en fait, pour reconquérir des parts de marché de se concentrer sur les vins haut de gamme et sur les vins… Alors, je vous ai perdu, j'ai Inès, l'impression mais… qu'il y a… Voilà. Vous Alors, m'entendez? oui, je vous entends, je crois que j'ai saisi l'essentiel. Alors, en fait, être haut de gamme et avoir une forte réputation, ça marche toujours. Et je pense que ça va continuer à marcher et à donner de bons résultats pour les vins haut de gamme qui sont naturellement protégés par leur réputation.
Alors, c'est un peu caricatural, hein, c'est dit de façon abrupte, mais voilà, ça, mettons-le de côté. Maintenant, regardons combien de vins haut de gamme on a sur le marché, c'est-à-dire en pourcentage du nombre de producteurs. Je ne sais pas, quelqu'un doit être capable de me dire ici quel est le ratio du nombre de grands crus classés dans la région de Bordeaux par rapport au nombre total de producteurs. Si on a 5%, 4%, 3%, quelque chose comme ça, en tout cas, à mon avis, c'est sur les doigts d'une main. Donc, on ne va pas tous faire des grands crus classés. Et donc, on ne peut pas imaginer que le secteur du vin va s'en sortir très bien parce qu'on a des producteurs très prestigieux, très haut de gamme. Non, parce que c'est ultra minoritaire. Et par nature, le haut de gamme, ce n'est pas pour tout le monde. Par nature, c'est minoritaire. Sinon, ce n'est plus du haut de gamme finalement. Donc, ce que je veux dire, c'est que la stratégie de montée en gamme qui est prônée depuis des années et des années, elle a pour moi ses limites. On ne va pas tous être Pétrus, on ne va pas tous être la Romanée Conti. Donc, à un moment donné, il faut peut-être réfléchir à comment occuper l'entrée de gamme et ne pas laisser tout ça à nos concurrents parce qu'ils ont des coûts inférieurs, etc. Mais comment s'organiser pour nous-mêmes avoir des coûts qui soient tout à fait compétitifs pour exploiter les économies d'échelle, peut-être pour mécaniser, enfin, que sais-je. Là non plus, je n'ai pas de solution toute prête, mais je pense que si on veut sauver le secteur viticole français, alors si on veut sauver, si tant est qu'il ait besoin d'être sauvé, mais ce sera en développant des stratégies plus dédiées à l'entrée de gamme qu'au haut de gamme qui se débrouillera tout seul et qui est ultra minoritaire. Tout à fait. On va peut-être conclure, Inès. Oui, très bien. Très bien, très bien. Eh bien, merci à tous d'avoir participé. Merci Jean-Marie pour cette conférence. Notre prochain rendez-vous des Vendanges du Savoir qui aura lieu en ligne aussi le 1er décembre, mardi 1er décembre, dans une quinzaine de jours, avec Adrien Ruche, du coup un chercheur de l'INRAE qui vient parler sur vin et biodiversité, chimère ou réalité. Alors là, vous voyez l'affiche de l'événement qui aurait dû avoir lieu de tester du vin, mais du coup qui aura lieu en ligne. Et dans quelques jours, le lien pour s'inscrire à ce webinaire sera disponible sur le site de la Cité du Vin, sur le site de l'Institut des sciences de la vigne et du vin aussi. Merci beaucoup à tous. En tous les cas, un grand merci à Jean-Marie qui s'est prêté à cet exercice qui n'est pas toujours facile. Non, parler chez soi à un écran, ça fait bizarre. C'est pas très agréable. Hein. Mais ça marche bien, ça. En tous les cas, je suis très content de cette conférence. C'était vraiment très intéressant. Je pense que tout le COPIL des Vendanges du Savoir a été très satisfait. Et puis tous les participants. Et tous les participants, parce qu'on a déjà, on a encore 280 là, participants. J'espère, en tout cas, je voudrais vraiment remercier tout le monde parce que je vois défiler sur le chat tout un tas de messages très sympathiques et ça me fait très plaisir. Merci beaucoup à vous tous. Voilà. La conférence est enregistrée, donc elle sera disponible en replay aussi sur les sites, pareil, que je viens de citer, de la Cité du Vin et de l'ISVV dans quelques jours. Merci à tous. Merci à tous Merci. et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.